vidéo, eh bien c'est tout simplement pour vous parler des dernières lectures que j'ai faites, et il y en a un petit peu, donc je vais commencer tout de suite avec au moins toutes celles que j'ai lues et qui étaient à la médiathèque, comme ça, hop, je peux vite les rendre et vous avez mon avis dessus. Je commence avec les mangas, j'ai lu du coup ceci, Enfer et contre toutes, le tome 1 et le tome 2, que comme je vous ai dit, j'ai emprunté à la médiathèque. Et je savais pas trop à quoi m'attendre en le lisant, et j'étais très contente de ce que j'y ai lu, parce que, je vous explique le résumé déjà, on va suivre 3 femmes qui ont toutes des vies radicalement différentes, mais qui vont se retrouver à vivre en colocation. On a une première femme qui, suite à un mariage catastrophique, en fait, tout simplement, va divorcer de son mari, mais elle a un enfant en bas âge, et donc du coup, c'est un peu compliqué pour elle, puisqu'en plus, elle travaille, mais elle est en freelance, donc sa situation professionnelle est un peu précaire, donc là en plus elle se retrouve sans lieu de résidence. Du coup ça va aussi potentiellement changer la crèche de son enfant, puisque elle a une crèche, mais selon de où vous habitez apparemment au Japon, vous ne pouvez pas mettre votre enfant partout, un peu comme nous la carte scolaire en France. Donc du coup ça devient un petit peu compliqué sa situation. On en a une deuxième femme qui, elle, est très fashionista, elle est très superficielle, entre guillemets, et du coup, elle sort souvent avec des musicos ou des barman ou des gars qui, très clairement, ils veulent juste tirer leur coup, mais ça ne veut pas aller plus loin. Et là, visiblement, la dernière fois, elle était avec un gars, et ce gars l'a trompée, elle l'a surpris en plein acte, et du coup, voilà, elle est un peu beaucoup triste, et elle ne sait pas trop comment se dépêtrer de cette situation. Et on a une troisième fille qui, à l'inverse, elle, a eu une relation, si je ne me trompe pas, avec un homme marié, et qui depuis, eh bien, n'a plus de relation du tout, et elle est plutôt austère. Voilà, dans son entreprise, les gens la considèrent comme en gros le gars sûr, parce que voilà, elle est très austère, elle n'est pas du tout féminine. Donc voilà, on a ces 3 femmes qui du coup vont se retrouver dans le même lieu de vie et vont partager leur expérience. Et waouh, que ça m'a fait un bien fou, parce que justement on suit toutes ces femmes avec toutes ces différentes expériences qui sont très représentatives malheureusement de la vie d'une femme, peu importe d'ailleurs comme on peut voir sa situation. Et ça m'a fait du bien de voir aussi justement que toutes, au début, ne s'aiment pas, parce que justement, elles sont très différentes, et elles ont vécu des expériences avec des femmes qui les ont rabaissées, donc du coup, les femmes deviennent autant les oppresseurs pour les femmes que les hommes, et elles ont un peu du mal à se faire confiance les unes avec les autres. Et j'adore justement voir comment, là, en 2 tomes, leur amitié va commencer à naître, et elles vont commencer à se reposer les unes sur les autres. Franchement, je recommande, et j'ai très hâte de lire la suite. Je crois que le tome 3 va sortir, ou est déjà sorti, mais bref, j'ai très hâte de lire la suite, parce que je sens que ça va être un de mes petits chouchous. Alors là, je vais vous parler de une frustration énorme. J'ai commencé, et j'ai fini du coup, Céleste Harmonie, le tome 1 et le tome 2, puisque rare chose en manga, voilà, c'est écrit ici, série en 2 tomes. Donc en commençant, j'étais très contente, je me suis dit, ça y est, tu commences une série que tu vas automatiquement terminer, puisqu'il y a 2 tomes, c'est pas un truc avec 90 mangas, et donc voilà, tu vas encore partir pour une longue série. Et j'étais très contente, je la commence, je la finis, et je suis frustrée. C'est l'histoire d'une vraie femme, je sais plus son nom, Sophie Germain, je crois que c'est ça son nom, et elle va prendre un autre pseudonyme, parce qu'en fait c'est une jeune femme, on est au XVIIIe siècle, et elle est passionnée de mathématiques, mais vu le contexte historique, vous vous en doutez, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, au contraire, même son père et son enseignant essayent de l'aider en même temps, parce que c'est sa passion, et on voit bien c'est son truc, les mathématiques, elle comprend tout, elle identifie les équations et tout, ou même la géométrie pour, par exemple, aider dans une entreprise. Elle y arrive, et elle est très performante, elle est très intelligente. Mais du coup, ce siècle-là, malheureusement, ne valorise pas ça. Et donc, son père a un peu de mal. Au début, il rechigne, voilà, avec sa facilité, puisqu'il veut en faire une épouse. C'est ça le rôle d'une femme au XVIIIe siècle. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et pareil, elle va avoir un ami qui est un homme, un blanc et privilégié, qui lui aussi est un jeune garçon, et qui va avoir toutes les écoles qui s'ouvrent à lui, parce que justement c'est un garçon. Et eh bien ils vont se retrouver tous les deux à devenir amis, et à s'inscrire pour aller dans la première école en France, à Paris, qui va justement être une école spécialisée dans les sciences et la technologie. Et eh bien voilà, je suis assez frustrée, parce que du coup, eh bien, dans le tome 1, on nous explique le contexte, qui elle est, et les relations de chaque personne avec elle. C'est très bien. Et dans le deuxième tome, du coup, on a justement comment elle va faire en sorte de rentrer dans cette école, et du coup, les examens qu'elle va passer. Et on s'arrête là. On s'arrête après les résultats d'admission ou pas. Et moi, je suis en mode, ok, vous allez me dire qu'il n'y a pas de suite, que ça se finit comme ça, on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette école, on ne sait pas les inventions que cette femme a créées, puisque je rappelle encore une fois, même si c'est romancé, c'est une femme qui a vraiment existé, hein. Cette femme a existé, et la plupart des personnages dans ce bouquin ont existé.
Donc moi, je voulais savoir plus, je voulais savoir pourquoi on la considère comme une philosophe, comme une mathématicienne, une grande femme de son siècle. Je veux savoir le pourquoi du comment, moi. Qu'est-ce qui lui arrive après? Et bien là, je ne le sais pas. Voilà. Donc je suis outrée à la fois d'être contente parce que du coup, je l'ai fini cette série, mais dans le même temps, être hyper frustrée d'arriver à la fin de cette saga en me disant c'est quoi la suite? Parce que là, et par contre, je comprends pas le titre aussi de cette saga. Céleste Harmonie, je comprends pas, parce que c'est pas son nom d'emprunt. Elle se fait appeler Antoine Dupont. Non, pas Antoine Dupont, Antoine Leblanc, pardon. Et, euh, et du coup, j'étais en mode pourquoi on l'appelle comme ça? Pourquoi ce titre-là? Je comprends pas, mais c'est pas grave. Je veux pas que ça soit en 2 tomes. Voilà, je suis frustrée. Je suis allée sur internet pour voir vite fait du coup qui était cette femme et ce qu'elle avait fait. Et je comprends pas ce choix. Alors peut-être on va me dire qu'il y a des hors-séries justement que ça, en gros, c'est son enfance et qu'après ils vont faire encore 2 autres tomes sur sa vie académique et après encore 2 autres tomes sur sa vie active et peut-être. Mais du coup, je comprends pas pourquoi ils en ont fait une seule saga. Je suis un peu perplexe. Donc vous, si vous avez des renseignements, si vous savez s'il y a une suite qui va sortir ou quoi que ce soit, je suis preneuse parce que là, j'avoue que la frustration est extrême. J'ai aussi lu de la BD et j'en ai lu 2 en l'occurrence. J'ai lu La fille aux cheveux turquoise. Je pensais partir dans un petit livre jeunesse, un peu un conte onirique et tout ça. Et au fil de ma lecture, ça me turlupinait. J'étais un peu chafouin. J'étais en mode, je comprends pas, il y a un truc qui me dérange. J'ai l'impression que c'est quelque chose de réel sans trop l'être non plus. Parce que j'ai fait l'erreur, je pense, comme beaucoup de personnes, de commencer la BD au chapitre 1, de ne pas lire la préface qui est juste là. Parce que quand je lis une BD, je suis pas là pour lire tout ce texte. Sauf que du coup, j'ai lu toute la BD, qui, vous voyez, a un style graphique bien particulier. Alors, voilà, que j'aime beaucoup. Hein. Et après avoir fini, j'ai lu la préface. Et là, j'ai plus compris ce que je lisais, en fait. Parce qu'évidemment, on est justement sur la personne qui a inspiré Pinocchio et la fée bleue de Pinocchio. Et donc, on découvre un peu de manière onirique, justement un peu en monde contexte, l'histoire de la création de Pinocchio et de la vie de son auteur, mais surtout de la vie du personnage qui a créé la fée bleue. Parce que l'auteur va rencontrer une jeune fille qui va l'inspirer, la fille bleue. Voilà. Je vous laisse découvrir ça, parce que je vous avoue que c'était une expérience de lecture assez particulière. Je suis très contente de l'avoir lu, mais je vous avoue que ne faites pas comme moi. Commencez cette lecture en lisant la préface. Parce que je pense que vous rentrerez mieux dans l'histoire et vous la comprendrez mieux et vous l'apprécierez plus. Parce que moi, justement, en la lisant et n'ayant pas lu la préface, j'étais toujours dans ce truc de je savais pas en fait. Je savais pas si c'était dans de la fiction, dans de la pas fiction, même si je sais qu'en général, quand on fait de la fiction inspirée de quelque chose de réel, c'est souvent romancé, c'est souvent, voilà, mystifié et tout. Un peu en mode Titanic, la tragédie a vraiment existé, mais ça ne s'est pas passé comme dans le film. Eh bien, là, j'étais un peu en mode je sais pas trop sur quel pied danser. Et je pense que j'aurais lu la préface, j'aurais plus apprécié parce que je saurais dans quoi je m'engageais. Donc voilà, je vous le conseille, c'est très cool, mais lisez la préface parce que sinon vous allez vous perdre vous-même. En parlant de lecture un peu spéciale, un peu qui m'ont perdu, j'ai lu ceci. Alors elle est hyper grande, j'espère que vous l'avez bien dans le cadre. Il y a longtemps que je t'aime. Je vous avoue que j'y suis allée juste à la couleur. Je ne savais absolument pas de quoi la BD parlait. Et j'ai bien fait, autant que à la fin de la BD, j'étais perplexe. Alors, on a un style graphique, vous voyez, au début, on n'a pas beaucoup de conversation, on n'a pas beaucoup de dialogue. On est sur une femme qui va être naufragée sur une île déserte et qui, du coup, eh bien, vous allez traverser avec elle les différentes phases de son périple. Alors, c'est un long moment sans vraiment début et après, justement, elle va rencontrer quelqu'un sur cette île déserte et je vous laisse découvrir ce qui va se passer avec cette autre naufragée. Et toute sa pérégrination mentale, si je puis dire, justement, comme elle est toute seule au début, elle parle beaucoup à elle-même et en même temps, elle remonte dans sa vie et elle revoit des étapes de son existence, forcément, puisque du coup, elle a le temps à réfléchir et elle n'a quasiment que ça à faire. Donc, on voit beaucoup d'elle et de ce qu'elle pense et de ce qu'elle aurait aimé changer ou pas changer, ou à l'inverse, ce qu'elle aurait aimé faire ou ne pas faire. Donc, du coup, il y a tout un moment comme ça assez introspectif, assez intérieur, et elle va rencontrer cette autre personne. Il va y avoir aussi justement toute cette dualité en mode est-ce que je dois rester tout seul ou est-ce que je dois aller avec lui pour survivre parce qu'elle ne le connaît pas. Et il y a plein d'introspection et en même temps de questionnement sur les personnes, les rôles qu'on joue et tout. C'est très très coloré, c'est très vif.
Et la fin, on en parle. J'étais mais plus que perplexe parce que je ne comprenais pas la fin, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. On a une fin que je ne veux pas vous spoiler. Et quand j'ai fermé mon bouquin, j'étais en mode « Ouais, mais c'est quoi le message du coup ?» J'étais vraiment là en train de me questionner sur quel message a voulu faire passer l'auteur. Et donc du coup, je suis un peu en mode « Est-ce que c'est un bon livre ou que c'est pas un bon livre ?» Parce que si je ne sais pas ce que l'auteur a voulu me faire passer, pour moi, c'est que l'auteur a loupé quelque chose. Si l'auteur veut juste nous faire une introspection, justement, nous faire méditer, nous faire réfléchir à ce qu'on a fait dans notre vie et nos prises de conscience et tout, c'est réussi. Mais sur la fin, pour moi, il y a des questions morales et eh bien, on n'a pas la réponse en fait. On ne sait pas trop où l'auteur se situe, ça c'est encore autre chose, mais où le personnage même se situe, on n'a pas les réponses à nos questions, on nous laisse justement avec une question, en mode « Alors, et après, on fait quoi ? Ok, pas ok, je sais pas trop quoi vous dire sans vous spoiler, mais eh bien voilà, j'étais perplexe. C'est une lecture qui était à la fois, elle est très dans l'introspection, donc elle est assez spéciale à vivre et très agréable, mais en même temps, voilà, comme je vous ai dit, je ne saurais pas trop où me situer. Si vous avez envie de faire ce voyage avec cette femme qui a justement un certain âge et qui d'ailleurs pose des questions sur le genre de la femme et sur le fait qu'elle vieillit, qu'elle a des rides et tout, alors que la personne en face d'elle est très jeune et donc forcément elle a peur que son corps rebute et tout. Il y a plein de questions aussi justement sur ça, sur la place de la femme, le corps, le féminisme, les sensations aussi justement, parce que vu qu'elle est naufragée, il y a plein de barrières qui sont sociétales entre guillemets, qui sont levées et c'est très chouette. Mais voilà, il y a aussi cette... Je sais pas comment dire, mais c'est un peu compliqué à vous en parler, donc lisez-le, et si vous le lisez, n'hésitez pas à en parler en commentaire. J'adore avoir vos retours sur vous, les lectures que vous avez fait aussi, pour voir si on est d'accord, vous avez des visions différentes, parce que je suis preneuse des fois, justement. Moi, j'ai ma vision, parce que, évidemment, mon point de vue avec mon prisme et mon vécu, mais d'autres personnes n'ont pas forcément le même vécu, et donc, du coup, voient les choses différemment, et moi, j'aimerais bien discuter, si vous l'avez lu, ou si vous êtes intéressé, et lisez-le, et dites-moi ce que vous en avez pensé, en gros. Donc voilà pour ce que j'avais emprunté à la médiathèque. Et eh bien, j'ai une autre lecture, mais celle-ci, je ne l'ai pas empruntée à la médiathèque. C'est moi qui l'ai acheté, forcément. Dangerous Convenience Store, le tome 5. Et je pense que le thème de cette vidéo sera frustration. Parce que j'étais très contente de le recevoir, parce que la fin du tome 4... Alors, qui rappelle quand même de l'histoire en général. On est sur un jeune homme qui est étudiant et qui a un frère qui est dans le coma, si je ne me trompe pas. Enfin, il est à l'hôpital, donc il a des frais médicaux à payer. Il travaille donc dans une supérette la nuit, dans un quartier assez malfamé, avec beaucoup de mafia. Et donc, du coup, ça lui permet d'avoir un salaire plus élevé que la moyenne, vu que c'est quand même un quartier à risque. Il est étudiant, il va avoir un de ses camarades qui va énormément lui plaire, il va lui proposer de sortir avec lui, mais celui-là a déjà un copain et il va lui proposer en gros de sa maîtresse. Il va refuser et à un moment de tristesse, un des mafieux va le repérer dans la supérette et va lui proposer de coucher avec lui pour faire oublier le gars sur lequel il a un crush. Ils vont coucher ensemble et une relation va naître entre les deux. Mais voilà, c'est assez... yaoi, très clairement c'est yaoi entre les deux, on va pas se mentir, et dans le 4e tome, malheureusement, je vous spoil un petit peu, mais il y a une séparation. Voilà. Ils ne sont plus ensemble, et donc on se retrouve avec ce tome-là, et on a une ellipse, et on est la moitié au moins du bouquin, où on est avec l'étudiant, qui du coup n'est plus un étudiant, maintenant il est rentré dans la vie active, et eh bien, sans l'autre. Et justement, tous les questionnements, tous les doutes, pourquoi il est parti, pourquoi il ne m'a pas donné de réponse, pourquoi. Et ça dure très 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 longtemps, ce genre de questions, ce genre de raisonnement. Il a refait sa vie, il est avec quelqu'un d'autre, et on a les retrouvailles vers la moitié, voire vers les 2/3 du bouquin, et bon, retrouvailles, hein, c'est yaoi, vous vous doutez comment ça se passe. Mais du coup, moi, arrivée à la fin, j'étais frustrée, parce que j'étais en mode, ouais, mais c'est pas pour ça, en fait, que moi j'ai acheté ce bouquin. Je me suis retrouvée un petit peu en mode... mais j'ai pas eu assez en fait. Parce que moi, ce que je voulais, justement, c'est la romance entre les deux gars. Et bon, il y a du coït, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, je voulais l'interaction entre les deux gars et je n'en ai quasiment pas eu dans ce tome-là. Donc, je suis assez frustrée. Je vais pas vous mentir, j'étais en mode tout ça pour ça. Donc, t'es hâte de lire le tome 6, puisque justement, à la fin, voilà, ils rediscutent, ils se mettent ensemble, entre guillemets, et on va voir du coup si la relation va réussir à reprendre ou pas, justement, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui vont se remettre dans leur route, j'imagine, des bâtons un petit peu, donc on va voir comment ça va se passer, mais
j'étais un peu chafouin justement à me dire, l'auteur là, tu te fous de moi? Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite, surtout pour avoir plus de matière dans cette romance, parce que là, pour le moment, comme je vous ai dit, je suis fière de vous annoncer que j'ai enfin lu Iron Flame. Oui, je sais, Onyx Town vient de sortir en VO, donc du coup, je me suis dit, il va peut-être falloir que je me bouge le popo avant qu'il arrive en VF pour savoir si je continue ou pas cette saga. Si vous connaissez pas Iron Flame, c'est la suite de Force Wing. On est sur l'histoire de Violette, une jeune femme qui est une constitution assez fragile, qui vit dans un monde où eh bien, elle vit à Navarre, dans un royaume où soit on devient scribe, soit on devient cavalier, ou soit on est entre guillemets civil. Elle décide de vouloir devenir scribe puisqu'elle est de constitution assez fragile. Elle veut faire la même chose que son père, sauf que son père va mourir. Et sa mère, qui à l'inverse est de la commandante des cavaliers, des chevaliers, des monteurs de dragons, des dragonniers pour moi, hein, eh bien, va lui dire non, tu ne deviendras pas scribe, tu vas venir à l'école, à l'académie pour devenir une dragonnière comme moi. Sauf que eh bien, elle n'a pas la même constitution que sa mère. Et ici, dans ce monde-là, on n'est pas avec des croque-mous. Les dragons sont vraiment des lions, quoi. Ils sont haut de la chaîne alimentaire. S'ils voient que la personne est trop faible, ils la tuent, ils la déchiquetent, ils la brûlent, ils en font ce qu'ils veulent. C'est vraiment une jungle dans cette académie. Et eh bien, elle va y rencontrer le fils du chef de la rébellion que sa mère a tué. Et donc, forcément, on va avoir un ennemi tout over avec Zedden. Je vous fais le speech du premier, parce qu'évidemment, je ne vais pas vous spoiler qui spoil dans Iron Flame. Mais je dois dire qu'il y a tout un moment là où justement il y a plein de secrets qui ont été révélés dans le premier, et donc il y a tout un moment, on va dire, allez bien les 200 premières pages où eh bien ça se chamaille. Et moi j'en avais mais ras le pompon des chamailleries. Franchement j'étais là en mode les gars, c'est la guerre, on n'a pas le temps de se chamailler, allez au turbin et puis c'est tout. Et donc du coup voilà, j'ai eu bien 200 pages sur le, je sais plus on en a combien là, 700 peut-être bien, ouais. Où voilà, ça chamaille. Et ça me saoulait que ça chamaillait. Donc voilà, les petites crises de jalousie, les excès de possessibilité, là, j'en avais plein le pompon, très clairement. Mais en même temps, j'adore l'arrière-fond, j'adore le monde, j'adore les personnages secondaires. Moi, voilà, c'est ce que je disais avec Cynthia de Cécile à Booksphère, c'est que en fait, le world building m'intéresse énormément. J'aime cette ambiance, j'aime les personnages secondaires de tout mon cœur, les dragons. Les dragons, ma gueule, ils sont géniaux. Les personnages secondaires aussi, toute la From Family que se fait Violette et que même Axeden. Les deux équipes là sont j'adore. Mais les deux protagonistes, j'ai envie de les tarter. Et quand tout le monde me dit que Xeden c'est le nouveau Rysand, mais alors les gars, vous avez pas lu le même livre que moi. Je suis pas du tout d'accord. Ok, Rysand il garde des secrets, mais pas des secrets, comment dire, qui peuvent détruire une relation, pas des secrets qui sont aussi gros, hein. Je suis désolée, je suis absolument pas d'accord. Et Rysand met toujours Fera ou Fer, je sais pas comment vous voulez l'appeler, mais c'est toujours à elle de prendre la décision, c'est toujours à elle de choisir, il ne lui impose aucun choix, alors que Xeden, c'est tout l'inverse. Xeden, c'est lui qui choisit pour elle à chaque instant. Ok, il y a un moment où elle se bat et donc du coup, bon, ben, il dit j'interfère pas là-dedans parce qu'elle serait pas contente, mais sinon, il choisit pour elle la plupart du temps, puisque justement, il ne la met pas devant le fait accompli des possibilités qu'elle a en fait. Elle pourrait choisir de faire ci, ou elle pourrait choisir d'accepter, ou elle pourrait choisir de ne pas accepter, et il ne lui laisse pas le choix en fait. Donc je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Vous pouvez pas mettre Xeden au même pied que Rysand. Pour moi justement, les deux n'ont pas la même maturité. Déjà, je le sais parce que Rysand, c'est un faé qui a des centaines d'années, alors que lui, non, il a la vingtaine. Mais du coup, ouais, vous pouvez pas, pour moi, les mettre au même pied d'égalité, parce que là, on a un jeune homme, alors que là-bas, on a un roi, quoi. On a un gars qui pèse dans le game, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, et voilà. Je suis pas d'accord avec cette analogie-là entre les deux. Non. Mais j'avoue que j'adore Terne, j'adore Andarna, même si elle me gonfle un peu là sur ce tome-là. Voilà, je la préférais avant. Mais et après tous les autres personnages et tout, c'est très chouette. Mais là,
En fait, ce que je disais, je crois que c'était à Mathilde, c'est que dans cette romantaisie, j'aime la fantaisie, mais j'aime pas la romance. Voilà, c'est malheureux, hein, pour une romantaisie en général, mais j'adore le monde, j'adore l'univers, j'adore le world building, mais les protagonistes me gonflent au plus haut point, parce que pour moi, justement, ils ont un comportement beaucoup trop young adulte, alors que ça se veut adulte. Euh, donc voilà, je sais pas trop où me mettre à ce niveau-là. Je pense que quand même, je lirai Onyx Storm, parce que j'ai quand même envie de savoir la suite, j'ai quand même envie de savoir où on va dans l'univers, même si j'avoue que la fin, quand je l'ai vue arriver, j'étais en mode oh, déjà vu. Alors je dirais pas déjà vu dans le sens où, je sais pas comment expliquer ça, mais il y en a qui m'ont dit qu'ils l'avaient pas vu venir et c'est très bien. Mais en fait, j'étais tellement l'habitude maintenant qu'à la fin des tomes, on a un énorme plot twist et tout, que même à la fin du premier, j'avais vu venir le plot twist. Je savais qu'on allait être dans ce genre-là, mais je savais pas que c'était exactement celui-là qu'on allait avoir. Et là, c'est pareil, en fait. Quand j'ai vu qu'on arrivait à quelques pages et qu'on allait avoir un secret de révéler, parce que c'est un peu comme ça que maintenant les schémas archétypes se donnent, je me suis dit, bon, ok, il s'est passé ça, 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 qu'est-ce qui pourrait arriver? Et j'étais pas exactement au bon endroit, mais ce type de retournement, j'étais là en mode ah, j'ai déjà vu dans un autre roman, je ne saurais pas dire lequel, c'est ça le pire, c'est que je regardais dans mes bibliothèques, je fais cette fois j'ai déjà vu, mais je ne saurais pas te dire dans quel titre, mais c'est pas grave. Même si à la fin je me disais c'est peut-être dans La Maison de la Nuit, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est un truc plutôt vampirique, où on avait un petit peu ce même style là, mais je suis même pas sûre que ce soit dans ce titre-là, mais bref, cette fin m'a pas surprise en mode waouh, j'étais sur le cul à la fin. Non, j'étais en mode ok, d'accord, on va dans ce schéma-là maintenant. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais peut-être peut mieux faire. Mais je vais quand même garder le bouquin parce que j'étais en mode si je lis les deux pour savoir si je garde ou pas le premier ou si je revends le tout. Non, je vais les garder et comme je vous ai dit, je vais prendre Omnium Storm et je veux voir en fait où va la saga et en fonction de... Je pense que je vais la lire en entier et selon sa globalité de la saga, je verrai si je la garde ou pas. Un peu comme Guild ou Akotar où le premier était pas ouf, le deuxième rentrait plus et au fur et à mesure en fait je trouvais que la saga était mieux. Donc là je me dis que c'est pareil en fait, c'est que c'est l'univers qui est génial et donc c'est l'ensemble de la saga qu'il faudrait que je juge et non pas certains tomes ou certains personnages. Donc, voilà pour ça. Hey, c'est moi. La dernière fois que je vous ai pris pour faire un update, je crois que je vous ai dit que j'étais en train de lire Murtag et donc là, ça y est, j'ai fini. Donc je peux vous en parler. Que d'émotions. J'ai été assez chamboulée, je vous dois dire, parce que, oh voilà, Eragon, je l'ai lu il y a très longtemps, et je savais pas trop où j'allais me situer, puisque ce tome arrive bien après, pour les 20 ans d'Eragon, même si, comme il y a 4 tomes d'Eragon, et qu'il y a même eu là, le petit hors-série, là, avec les petites nouvelles, c'est pas 20 ans que je l'ai lu, mais bref, j'étais un peu perplexe parce que je me disais, ouais, mais il y a des personnages que j'ai pu me souvenir, et c'est le cas d'ailleurs, j'ai eu un peu de mal du coup à retrouver, à me remettre dans Alésia, les complots, les machins, les trucs. J'avoue qu'il y a eu quand même une bonne centaine de pages où il a fallu que tout ça se remette en place, mais une fois que c'était remis en place, c'était nickel quoi. Je suis très contente parce que ça faisait un moment que j'avais pas lu de fantasy, parce que je lis beaucoup de romantaisie, mais là j'avais pas lu de fantasy depuis un moment. Et bien ça m'a fait un bien fou justement de retourner avec ce genre d'intrigue. Et alors, pour ceux qui connaissent pas justement Murtag, c'est la suite d'Eragon. Eragon, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est un fils de fermier et bien un jour il va trouver un œuf et ça va être un œuf de dragon, en sachant que dans ce monde il y a un roi et c'est un roi avec un dragon, et très clairement les dragonniers justement étaient une classe de chevaliers mais qui a disparu parce que depuis que Galbatoris est devenu roi, très clairement il garde les dragons pour eux et pour lui pardon, et il rend les dragonniers et les dragons esclaves pour qu'ils le servent. Et donc du coup quand il va trouver cet œuf et que cet œuf va décider d'éclore, parce que les œufs éclosent pour un dragonnier, c'est eux qui le décident, et bien Saphira va décider d'éclore pour Eragon, et donc de là va avoir une quête de ce jeune dragonnier, cette jeune dragonne, pour tout simplement détrôner Galbatoryx, le méchant roi. Et on a Murtag, qui est un personnage justement qui est un antagoniste, qui est un des serviteurs de Galbatoryx, tout simplement. Et je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe dans Eragon, mais du coup là on a la suite de son point de vue à lui. Donc, ça va vous spoiler un peu parce que du coup vous comprenez qu'il meurt pas, mais je trouve ça hyper chouette justement de continuer à entrer dans cet univers et d'avoir une suite pour ce personnage. Un personnage qui est très torturé, qui évidemment pour tout ce qui s'est passé avant s'en veut énormément, mais en même temps
essaye d'avoir cet arc de rédemption en mode j'ai fait du mal, je le sais, mais déjà il a les circonstances atténuantes. Et deuxièmement, ben, c'est pas lui qui le voulait, quoi. Enfin bref, il y a plein de trucs dans ce tome qui m'a fait énormément plaisir de retrouver. Alors je vous avoue que pour moi il y avait un peu trop de descriptions, il y avait un peu trop de passages longuets justement où on s'attarde un peu trop sur à quoi ressemble le palais, à quoi ressemblent les vêtements, à quoi ressemble tout ça. Même si c'est chouette pour certaines personnes parce que ça permet vraiment de s'immerger. Mais pour moi c'était un tout chouïa trop. Il y avait pas mal d'introspection et pour une fois ça m'a pas déplu parce que justement on rentrait vraiment dans la psychologie du personnage. Il y a un moment où j'ai énormément de mal parce qu'il y a torture, hein, très clairement. Et ce passage était hard à lire. Et non, et je suis très contente de ce tome. Et ça en appelle à en avoir d'autres parce que à la fin, justement, l'auteur le dit très bien. Il a plein d'idées, mais voilà, là, ça lui a mis du temps à ce que celui-ci sorte par rapport à l'autre quadrologie. Donc, c'est à mon avis pas pour tout de suite qu'on aura d'autres histoires dans cet univers, mais visiblement, il compte bien continuer et il a totalement raison. Je suis pour. Donc, très bonne lecture, évidemment. Je la recommande, surtout si vous avez aimé Eragon. Celui-là, il vous fera que très plaisir. J'ai fait une masse critique Babelio et donc j'ai reçu le genre Histoire, identité, sexualité de Anne Tomisch. Je m'attendais vraiment pas à ce que je pensais que c'était un essai en fait. Non, je me suis rendu compte que c'était un texte universitaire et je m'attendais pas du tout à ça. Et je vous avoue que pour le coup, ben, j'ai pas du tout été enjaillée parce que ben, justement c'est très académique. J'avais l'impression de lire une thèse très clairement et c'est pas le genre de lecture un peu un essai. Au moins la personne met son avis et vous met des exemples, mais voilà, elle argumente, elle explique et je trouve que c'est plus fluide un essai que là une espèce de thèse ou une espèce de mémoire où c'est pas très digeste. Donc c'est tout petit. Donc si vous avez envie de vous essayer à ce genre pour le découvrir, allez-y, parce que c'est tout petit, donc 64 pages, entre guillemets, vous n'allez pas vous taper une grosse thèse de 300 pages, mais voilà, pour un essai c'est cool, mais comme lecture c'est pas très chouette, surtout que ça m'a pas appris grand chose et enfin, voilà, moi je veux pas dire que je le déconseille, parce que c'est pas mon rôle, mais très clairement ça ne m'a pas plu. Voilà. Ensuite, là, j'ai été très colère parce que j'ai reçu là tout un lot de mangas que j'avais commandé pour. Et j'ai reçu celui-ci en très mauvais état. Je sais pas si vous allez le voir là, mais bon, là, il y a une étiquette complètement déchirée. Et là, derrière, la couverture est pliée. Donc, je suis pas du tout contente. Je vais le retourner. Mais avant de le retourner, je vais vous dire du coup, parce que je l'ai lu quand même, faut pas déconner. Donc, La Servante de l'Empereur qui est sortie en février, si je ne me trompe pas, fin février. On est sur un peu la même archétype que le carnet de l'apothicaire ou c'est voilà, le palais des assassins que je lis aussi. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui est une jeune fille de 18 ans qui fait partie du clan Ryu, je sais plus, Ryu. Et du coup, il va y avoir l'empereur qui est un jeune garçon de 5 ans. Et bien toutes les familles des clans vont décider de leur présenter leur fille pour qu'ils décident qui sera la prochaine impératrice. Le souci, c'est que comme je vous ai dit, l'empereur il a 5 ans, donc il y a un régent d'une vingtaine d'années, mais l'empereur a 5 ans et on veut le marier. Donc tous les autres clans envoient leur plus jeune fille qui ont 4-5 ans, sauf que ce clan-là envoie cette jeune fille de 18 ans. Elle se retrouve là à devoir courtiser un garçon de 5 ans. Je vous laisse découvrir ce qui va se passer, mais j'ai bien aimé, je vous avouerai, parce que c'est un bon mix entre le carnet de l'apothicaire, pour le côté illustration très belle et tout, et aussi le palais des assassins, parce qu'on a beaucoup plus d'intrigue justement qui est tournée au niveau de la politique, comme le palais des assassins, et non pas autour du harem, comme pourrait être le carnet de l'apothicaire. Mais en même temps, comme dans le carnet de l'apothicaire et le palais des assassins, on va avoir justement un espèce de duo qui va se former entre la jeune femme Lympha, justement, qui a 18 ans, donc qui ne veut pas vraiment se marier avec l'empereur de 5 ans, et le régent, justement celui-là. Je pense que justement on va avoir un peu comme Mao et Jinchi, voilà, une intrigue comme ça qui va se tisser entre les deux. Et voilà, j'ai très hâte de lire la suite. Alors en fait, non. Je ne veux pas dire que j'ai très hâte, parce que en fait c'est une bonne introduction, très clairement. Là, on pose les bases.
et j'ai envie de lire la suite. J'ai pas très hâte non plus, mais la suite me plairait bien. Ensuite, eh bien, j'ai aussi lu Mademoiselle Lapine et le grand méchant léopard. On est sur le tome 3. Donc, pour vous faire un speech de base, on est dans un monde où il y a des garous, tout simplement. Et elle est une lapine garou. Et notre protagoniste qui est ici, il est un léopard garou. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, normalement, les garous, ils naissent sous leur forme animale et vers 3 ans, ils peuvent enfin se transformer en humains. Et plus ils peuvent se transformer tôt, entre guillemets, plus ils sont puissants. Ça veut dire qu'ils maîtrisent leurs dons. Sauf que elle, cette jeune fille, a 18 ans et elle ne s'est toujours pas métamorphosée en humaine. Donc son clan va décider de la tuer en la jetant dans la forêt chez les léopards. Comme ça, il est quasiment sûr qu'il va la bouffer. Sauf que eh bien, c'est celui-ci qui va la trouver et quand il va sentir ces phéromones, il va bien se rendre compte que ce n'est pas juste une lapine, mais que c'est une garou. Donc du coup, il va se dire, il y a un sous roche, et il va la récupérer et il va essayer de comprendre ce qui se passe. Là, on est arrivé au tome 3, donc évidemment, on a eu pas mal de choses qui se passent, on a pas mal de révélations, et on a un début de relation qui commence à se mettre en place, justement, on commence à avoir des, des petits secrets, des petits trucs. Je suis très contente, ça avance comme il faut en fait. C'est ni trop lent, ni pas assez, ça avance au bon rythme. Et j'ai très très hâte pour le coup de lire la suite. Parce que voilà quoi, là on rentre dans le vif du sujet et donc je suis très contente. Et ça va être tout pour les lectures que j'ai déjà faites. Là après c'est des lectures que je sais en cours. Donc j'ai bien commencé. Hop, Assistant to the Villain, je l'écoute en audiolib. Je suis un peu plus de la moitié à l'heure actuelle, donc voilà, j'aime beaucoup. Hein. J'ai très très hâte de voir comment ça va se suivre. Mais je pense pas que j'aurai un coup de cœur comme beaucoup l'ont eu. Mais par contre, j'aime beaucoup. Voilà, c'est comme ça qu'il faut que je le dis, je le pense. Donc, Assistant to the Villain, on sait sur très clairement une jeune femme qui a une famille à charge. En fait, sa mère est décédée, donc du coup, son père, lui, a perdu son emploi parce qu'il est malade et elle a une petite sœur. Donc, elle décide de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, sauf qu'il va se passer quelque chose avec son ancien employeur et elle va se retrouver sans emploi jusqu'au jour où elle va aller dans une forêt et au lieu d'avoir peur, elle va foncer vers le danger et elle va se retrouver à aider le méchant du village, enfin pas du village, même du royaume, du pays, et celui-ci va lui dire, bah, écoute, vu que tu m'as aidé et que toi tu es dans une liste parce que tu n'as pas d'emploi, je te propose de devenir mon assistante personnelle. Et donc elle va devenir justement, comme le titre l'indique, l'assistante du vilain. On est dans un univers un peu de conte, justement, avec des dragons, un roi, un vilain, et tout ce genre de trucs. Donc c'est hyper chouette, l'univers est assez cool. L'intrigue entre les deux est cousue de fil blanche, ça se voit des kilomètres. Au cas où vous n'avez pas compris, c'est une romance entre l'assistante et le vilain. C'est assez chouette et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Pour le moment, même si j'en suis un petit peu plus de la moitié, on voit où la romance va nous mener, on voit elle, on sait pourquoi justement elle fait ce qu'elle fait, on connaît son passé à elle. Lui, on a des miettes de pain qui nous sont jetées comme ci, comme ça, on commence à découvrir un peu plus aussi de lui, son univers, son passé, sa famille et tout, mais c'est encore assez flou. Il nous manque pas mal d'éléments justement du pourquoi, du comment il est devenu un vilain. Donc très hâte de continuer et de vous en dire plus. Et du coup, en lecture papier aussi, à côté, eh bien, j'ai entamé Les Mémoires de la Forêt, le tome 4. Bon, alors, je suis vraiment au tout début, comme vous pouvez le voir. Je suis au chapitre... Ah, mais d'accord, il n'y a même pas de numéro. Bon, bah ouais. Bon, je suis au chapitre 3 ou 4. Mais voilà, je suis au tout début. On est sur l'histoire de... Mémoire de la forêt, on est dans un monde où justement c'est les animaux qui vivent et dans cette forêt-là, on a une librairie qui est tenue par une famille de renards et les livres sont en fait les livres, des biographies de chaque personne et il n'existe qu'un seul exemplaire donc il faut prendre évidemment très soin de ces livres-là et donc on suit cette famille qui, dans chaque tome, on a le premier tome qui se passe eh bien, en été, le deuxième tome à l'automne, le troisième tome en hiver et là le quatrième tome au printemps. Et on suit à chaque fois à la fois des personnages, mais à la fois d'autres aussi. Dans le premier tome, on va avoir, je sais plus c'est quoi son nom, Archibald. Je crois que c'est oui, c'est Archibald Renard, qui du coup va aider son meilleur ami Taupe parce que son livre vient juste d'être vendu, mais lui il en a besoin pour récupérer ses souvenirs parce que justement il est atteint de la maladie de l'oubli tout, l'Alzheimer très clairement. Donc
eh bien, il veut l'aider pour retrouver ses souvenirs. Dans le tome 2, on est toujours avec Archibald, mais cette fois-ci, il y a une personne, Célestin Loup, qui arrive et qui débarque et qui prétend que la librairie, justement, n'appartient pas aux renards, mais appartient aux loups, que les renards ont volé cette librairie. Donc, il va y avoir toute une enquête pour comprendre les relations entre la famille loup et renard, qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi du comment on en est arrivé là. Et dans le troisième tome, on est avec Archibald et son neveu Ernest. Ses parents sont des chercheurs, donc ils sont jamais là quasiment. Sauf que cette fois-ci, Ernest s'inquiète énormément parce que ses parents ne lui ont pas envoyé de nouvelles. Il devait rentrer à une certaine date et ils ne sont toujours pas arrivés. Donc ils vont partir dans le Grand Nord avec son oncle pour découvrir ce qui est arrivé à ses parents. Dans le tome 4, du coup, on suit cette fois-ci aussi Ernest et Archibald au tout début, mais là, on est vite arrivé sur une énorme ellipse et on est avec Ernest quand il est bien plus grand, quand il a sa propre famille et quand il a repris justement la librairie. Donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour le moment parce que, eh bien, je ne sais pas encore de quoi ça s'agit, comme je vous ai dit. J'en ai lu que 4-5 chapitres. Donc j'aime bien, mais je vous avoue que pour le moment, je suis moins emballée que pour les précédents, parce que pour les précédents, à chaque fois, on avait des valeurs assez fortes. Et là, pour le moment, je ne sens pas la valeur qui est dans ce bouquin. Dans le premier, comme je vous ai dit, on avait l'Alzheimer avec les souvenirs, la famille, et justement tout ce poids-là qui est assez dur. Dans le deuxième, on avait aussi la famille avec tous les secrets qu'on peut avoir dans les familles. Et ça parle aussi d'homosexualité dans le deuxième tome. Et dans le troisième, ça parle aussi de famille, de solitude, de handicap, même si c'est pas franchement un handicap, mais voilà, de la difficulté de certaines choses. Enfin bref, ça parle de plein de sujets qui sont assez touchants et qui du coup permettent de s'identifier. Là, pour le moment, je vous avoue que pas trop. Donc, on va voir ce que ça donne, mais j'ai un peu peur d'être un peu moins enjaillée sur ce tome-là. Hey, je vous reprends du coup pour vous parler de la suite que j'ai lue. Alors le planning n'a pas tout à fait été respecté parce qu'il y a des lectures que j'ai terminées, d'autres que j'ai commencées et d'autres que j'ai lâchées. Mais bon, ça sera dans un prochain update. Donc on va commencer avec une lecture que je vous ai dit que j'avais commencé, donc du coup je l'ai terminée, Assistant to the Villain, et j'ai adoré. Alors après, on n'est pas dans un coup de cœur comme j'ai énormément vu sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est une lecture hyper chouette et ça fait du bien, c'est un peu doudou. Je vous ai déjà fait le résumé, donc on est sur un peu une histoire, une romantésie version conte avec une jeune femme qui va devenir l'assistante du vilain, voilà, du méchant du village et du royaume. Et j'ai énormément aimé justement la relation entre les deux personnages qui se mettent petit à petit en place, les deux personnages qui sont pas tout à fait ce qu'ils paraissent être et voilà, j'ai adoré, franchement, je ne peux pas dire autre chose. J'ai très hâte du coup de lire le prochain, je crois que c'est Apprenti vilain ou tout truc comme ça, qui fait suite à ce qui va se passer à la fin du tome 1 et franchement, voilà, je conseille Romantaisie, mais pas un truc épique qui va dans tous les sens et tout, mais quand même, c'est hyper chouette et ça fait du bien de lire justement ce genre de lecture où voilà, la romance est présente, mais tout doucement. C'est pas, voilà, là très clairement, il n'y a pas de scène spicy, il n'y a pas de smut, il y a R. Hein. On a un bisou et c'est tout. Donc franchement, c'est assez chouette de temps en temps justement d'avoir des lectures comme ça qui... Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien à mon petit cœur. Je dirais un peu, vous voyez, c'est un peu comme un Heartstopper en version contemporaine. Ça fait du bien à mon petit cœur de temps en temps d'avoir des petites lectures comme ça. Sinon, j'ai enchaîné avec d'autres lectures et en l'occurrence des suites de manga. J'ai lu Arte du coup, le tome 13 et le tome 14. Et je n'aime pas du tout dans la direction que ça va. Donc Arte, si vous ne connaissez pas, c'est que vous ne me suivez pas depuis un petit moment parce que j'en achète à peu près 2 par mois pour justement suivre la saga sans non plus toutes les acheter d'un coup. On est sur l'histoire de cette jeune femme qui fait partie de l'aristocratie. On est, je sais plus si au 17e ou 18e dans une Florence, donc en Italie. Et donc on est dans la période Renaissance et tout ça. Et elle veut devenir artiste peintre. Elle ne veut pas devenir une femme, une épouse, une mère. Donc voilà, elle va désespérément essayer de se faire une place dans ce monde d'hommes, mais elle va avoir plein de bâtons dans les roues évidemment. Bon, là on en arrive à un moment où elle a réussi plus ou moins à faire sa place, mais il va y avoir pas mal d'intrigues politiques qui vont arriver tout autour d'elle, et là je sens qu'on est dans un moment, voilà, que j'ai pas trop aimé ce qui se passait, même si je le comprends hein, évidemment, et j'ai hâte du coup de voir le prochain tome pour voir qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qui va en découler de ça.
et certaines relations du coup qui vont être mises en suspens et ça me rend un peu chafouin. Je souhaite voir du coup qu'est-ce qui va en découler et comment tout ça va évoluer. Donc j'ai très très hâte de lire la suite. Autre suite que j'ai continué, donc du coup Nina du Royaume des Étoiles, le tome 5 et le tome 6. Si vous connaissez pas Nina, on est sur l'histoire de cette jeune fille qui est en fait une jeune orpheline et qui a les yeux bleus. Et dans son royaume, c'est très très rare d'avoir les yeux bleus. Donc quand la princesse va mourir d'un accident de calèche, Azul, que vous voyez ici, qui est du coup pas le prince héritier justement, le prince premier-né, mais du coup qui a été déshérité, c'est son petit frère qui est censé hériter du trône, eh bien, il va voir cette jeune fille dans la rue, il va la récupérer, comme elle a les yeux bleus, il va la faire passer pour sa sœur, même si c'est pas sa sœur. Du coup, il va y avoir toute une intrigue, parce que justement, il faut remplacer la princesse. La princesse est censée bientôt se marier au royaume de Cheveux Blancs, qui est juste ici, de Seth. Et c'est ce qui va se passer. Du coup, il va l'entraîner pour qu'elle fasse genre qu'elle soit princesse et qu'elle aille dans ce royaume. Et vu qu'on découvre assez facilement que ces deux-là vont tomber amoureux l'un de l'autre, parce que comme je vous ai dit, ils ne sont pas frères et sœurs. Mais elle va quand même partir dans le royaume, donc du coup, on va avoir un amour avorté ici. Et quand elle va arriver dans le royaume, lui qui est dépeint le cheveu blanc, là, Seth, comme un gros méchant et tout, elle va comprendre en fait pourquoi c'est une âme torturée, nanani nanana. Et petit à petit, justement, elle va se rendre compte que est-ce que justement c'est pas son rôle à elle d'aider ce prince qui est torturé à devenir quelqu'un de bien. Et donc on a un triangle amoureux qui se forme entre les trois. Et c'est dur. Et c'est dur parce qu'en même temps, tu comprends les raisons de Nina, mais en même temps, tu as envie de dire meuf, quoi. Azur, c'est un gars bien, c'est un gars sûr. Bon, non, c'est pas un gars bien, mais voilà. Non, ne brise pas le petit cœur comme ça. Et en même temps, tu comprends son pourquoi du comment et tout. J'ai très hâte de lire la suite, en fait, parce que je veux comprendre ce qui se passe. Là, en plus, on arrive à une intrigue politique, justement, où sa place va être remise en question à Nina. Et qu'est-ce qui va lui arriver prochainement, parce que, très clairement, on l'accuse de trahison. Donc, j'ai hâte de lire le prochain tome et de voir ce qui va arriver à notre petite protagoniste. Alors là, je vous avoue que j'étais assez chafouin, et pour pas dire très en colère. J'ai lu Twisted Wonderland. Regardez. Alors, j'ai eu un livre qui arrivait, La servante de l'empereur, je sais plus dans quel ordre c'est, bref, qui lui est arrivé défoncé par Amazon. Donc, pas content, je l'ai renvoyé et tout. Mais celui-là, c'est pas Amazon. Je sais pas si vous voyez, mais c'est l'impression qu'il y a un bugué là. Le haut de Wonderland, il est là au lieu d'être là. Et là, les traits ne sont pas bien alignés, ils sont pas bien faits. Bref, je sais pas ce qui s'est passé, Nobi, mais l'impression n'est pas chouette du tout. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même lu. Et Twisted Wonderland, du coup, on est sur un tome 1 d'un nouvel arc, parce qu'on est techniquement sur le tome 5, puisqu'on en a eu 4 déjà. En fait, c'est une école de magie qui glisse dans un monde paradoxal au nôtre. On a un jeune homme de notre monde qui va arriver dans ce monde-là et qui va découvrir cette école, Ravenlight, si je ne me trompe pas. Et dedans, il y a plusieurs maisons, justement, un peu comme à Poudlard. Et dans la première, on suit bien la maison de la Reine de Cœur, parce qu'ils sont affiliés à des méchants Disney. Et là, comme vous pouvez vous en douter, vu au style qu'on a graphique, eh bien on arrive dans la maison de Scar, donc le méchant de Roi Lion. Et je dois avouer que, justement, je voulais lire pour savoir si j'allais continuer. Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai l'impression que c'est un peu toujours pareil et que ça va pas trop vers quoi je veux que ça aille. Donc il y a de fortes chances que je me sépare de cette saga, que je la continue pas, parce que c'est pas chouette. Alors peut-être que je lirai les arcs du coup des archétypes qui me plaisent bien, comme Maléfique, Facilier ou je sais plus qui, il y a d'autres comme méchants. Mais là, pour le moment, je vous avoue, pourtant Oscar, c'est un méchant que j'aime beaucoup parce que justement, il fait référence au niveau historique à Hitler et il est très bien fait ce personnage. Mais je sais pas, je suis pas trop enjaillée pour le moment, donc à voir si je continue ou pas. Pour le moment, je suis un peu perplexe parce que je vois pas trop l'intérêt de l'histoire et en même temps, j'adore Disney, donc j'adore quand on crée un univers, les réécritures de contes. Comme vous pouvez le voir ici, j'en ai un millier, c'est pas ça le problème, mais je sais pas trop. Et ensuite, comme je vous ai dit, j'avais commencé les Mémoires de la forêt, mais je n'ai absolument pas continué, donc je l'ai laissé sur le côté, je l'ai mis en pause. Par contre, comme j'aime bien en faire des balades de temps en temps le matin pour me remettre un petit peu au sport parce que je manque un peu d'activité physique, je vous avoue, et bien du coup dans mes oreilles, je me mets un autre de livre et là, j'ai commencé. Ça y est, c'est officiel, j'ai commencé Keleana, enfin, le trône de verre en français de Sarah Gimas. Donc j'ai lu le tome 1. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous, je ne sais pas de quelle grotte vous étiez, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui est une assassineuse, très clairement, c'est la plus grande assassineuse de son continent, si je puis dire.
C'est une jeune femme qui a à peu près 18 ans et qui a été envoyée justement quand son pays, son royaume s'est fait conquérir dans une mine de sel où en général les personnes ne vivent que 1 ou 2 mois et elle, ça fait déjà plus d'1 an qu'elle y est et qu'elle a réussi à survivre. Elle a même essayé de s'échapper et elle n'a pas réussi à s'échapper, mais bon, elle a quand même réussi à survivre à son évasion parce qu'en général, quand les gens ils s'évadent, on les fusille. Voilà, il y a un mur et donc du coup ils sont fusillés. Bref. Et donc, il va y avoir un jeune prince qui va débarquer dans cette mine de sel, là où elle est emprisonnée, et qui va lui faire une proposition. Je te propose de devenir la championne du roi. Tu vas farcer un tournoi pour devenir la championne du roi. Et en échange, tu pourras travailler pour lui pendant plusieurs années et après tu retrouveras ta liberté. Et si tu dis non, de toute manière, tu vas rester ici et tu sais très bien que dans quelques mois, tu seras mort. Parce que même si elle a réussi à survivre, voilà, elle ne pourra pas durer éternellement puisque c'est vraiment des conditions déplorables. On est vraiment sur des conditions de fouet, d'esclavage, des mines de sel. Donc vraiment, on est sur quelque chose de très extrême. Et donc, elle va finir par accepter et on va justement avoir toutes des intrigues politiques, des complots et des intrigues de cour qui sont à l'intérieur, mais aussi un tournoi, puisque comme je vous dis, on est un peu dans des Hunger Games, où elle va faire justement plusieurs épreuves, enfin non, pas les Hunger Games, mais vous avez compris, dans des épreuves, elle va faire plusieurs pour arriver justement en finale. Et en même temps, on a cette relation, justement, cette espèce de triangle qui commence à se mettre en place, que je vois de plus en plus dans d'autres romances, dans d'autres romantésies. Oui, je vous ai pas dit, c'est une romantésie au passage, parce qu'on est dans un monde où la magie a existé, mais comme le roi actuel a pris possession, a conquéri plusieurs endroits, il a tué les personnes d'une certaine race qui avaient de la magie et a fait en sorte d'éradiquer toute trace de magie. Mais on va vite comprendre qu'il en reste des résidus et que cette jeune fille a sûrement un lien avec la magie. Bref. Donc, ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un trio qui se met en place là, de la meuf garde du corps et le prince. Un peu en mode le sang et la cendre, ou alors comme on avait aussi là, dans Divine Darkness. Ça sera sûrement d'ailleurs ma prochaine lecture parce que je suis toujours dans le déni, je ne veux pas lire le 3, mais voilà, on a cette espèce de petit trio qui se met en place, ce triangle amoureux. Voilà, comment vous dire qu'on le voit venir de très loin et on verra parce que de ce que j'ai compris de pas mal de personnes qui l'ont lu, en fait, elles disent que les 3 premiers mettent en place le truc, mais que ça commence vraiment à partir du 3. Donc voilà. Beaucoup de personnes justement disent que c'est pas ouf. Ben moi j'adore en fait. Je suis à 2 doigts de m'acheter l'audio sur Audible pour écouter le prochain, même si je l'ai pas en physique. Parce que j'ai bien aimé. A contrario, beaucoup de personnes disaient ouais, que c'est assez introductif et tout. Oui, c'est introductif, mais il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Il y a des relations qui sont mises en place, il y a des intrigues qui se mettent en place. Il y a aussi tout le world building qui nous est expliqué. Et, beaucoup de personnes nous disaient aussi que quand elles rentrent dans cet univers-là, elles sont perplexes parce que justement, à l'inverse de souvent dans des romantésies et tout, c'est des jeunes femmes qui ont été un petit peu isolées et donc elles découvrent le monde en même temps que le lecteur et ça permet justement que on apprenne des choses en même temps qu'elle. Alors que là non, la meuf, même si elle découvre certaines choses, parce qu'évidemment comme je disais il y a la magie par exemple qui a disparu, donc il y a des trucs magiques qu'elle découvre, mais son monde elle le connaît et donc du coup c'est vrai que nous on peut être perdu un peu quand il y a des personnes ou des noms qui nous sont dits, des lieux et tout, parce qu'on ne connaît pas ce world building. Mais encore une fois moi ça ne me choque pas, j'ai énormément apprécié justement découvrir l'univers à travers ses yeux, malgré qu'elle connaisse déjà des choses que nous on ne connaisse pas. Donc voilà, parce que certains disaient qu'il fallait lire le tome 0, le petite nouvelle là avant pour pouvoir apprécier. Peut-être, mais j'avoue que moi j'ai énormément apprécié alors que je ne l'ai pas lu. Et comme je vous ai dit, j'ai très très hâte de lire la suite. Donc voilà, ça va être tout pour cette update qui, je pense, est quand même assez conséquent parce qu'il y a quand même plusieurs romans, beaucoup de graphiques, on va pas se mentir. N'hésitez pas, vous, si vous avez fait des lectures récemment, on peut en parler en commentaire ou si vous avez lu et que vous avez d'autres avis que moi aussi sur mes lectures, il n'y a pas de souci, j'adorerais en parler avec vous. Vous connaissez la chanson, si vous voulez soutenir mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément pour le référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.